Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire du cycle des vendanges en ligne, qui est un cycle de conférences 100% en ligne dans la continuité des vendanges du savoir. Cette année, on va parler de l'avenir des vins de Bordeaux. C'est la thématique, on va dire qui chapeaute ces 3 conférences, celle qui a lieu aujourd'hui, sur une thématique d'histoire, semaine prochaine sur la viticulture et la semaine suivante, en géographie, toujours autour, de cette thématique. L'idée étant d'offrir un regard transdisciplinaire, sur, une même thématique. Vous avez la possibilité de poser des questions via le module Q&R qui est tout en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question, à la poser dans ce module. Suite à la présentation, qui va durer à peu près, une trentaine de minutes, on regardera les questions-réponses et puis, Stéphanie, Lachaud, qui est notre intervenante de ce soir, il répondra, enfin, on regardera les questions. Vous pouvez également, s'il y a une question qui a déjà été posée et avec laquelle, vous souhaitez, abonder, vous pouvez mettre un pouce pour, dire que voilà, vous appuyez cette question. Sinon, juste pour vous donner une actualité, plutôt, chaude, puisque c'est aujourd'hui qu'on a reçu, la confirmation officielle. Les Vendanges du Savoir, ont reçu, le prix de l'œuvre, culturelle remis par la Revue du vin de France. Donc la cérémonie a lieu ce soir et nous sommes très honorés, de recevoir, ce prix, qui est le fruit de cette année de travail, et près d'une centaine, d'événements, programmés, pour diffuser, tous les savoirs qui sont relatifs, au vin. Donc, je vais laisser la parole à Nachidil qui va introduire, Stéphanie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Manon, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir pour cette première conférence, effectivement, de notre cycle de conférences autour du vignoble bordelais au défi de l'avenir. Regard croisé parce que justement l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de faire intervenir des chercheurs et des chercheuses qui viennent de disciplines différentes et que leurs travaux fassent écho et finalement que à la fin de ce cycle de conférences, à la fin de ces 3 conférences, vous ayez un aperçu qui soit un aperçu transversal de cette thématique et que vous puissiez avoir des éléments pour enrichir votre réflexion autour de cet enjeu d'actualité, hein. On sait que le vignoble bordelais aujourd'hui est face à de nombreux défis. C'est ce qu'on va interroger. Et on va commencer, on trouvait que c'était pertinent de commencer par une vision historique. Éclairer l'actualité au prisme du passé, c'est aussi central. C'est pour ça qu'on a fait appel et que Stéphanie Lachaud a accepté d'intervenir ce soir. Donc, je la remercie très chaleureusement. Je vais vous présenter Stéphanie, qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la propriété viticole, sur la ville et le vin, sur les réseaux de commercialisation du vin. Et puis, elle a participé ces dernières années à un projet de recherche qu'elle a animé dans la partie historique, la partie histoire, sur les liquoreux d'Aquitaine. Ce projet de recherche fait suite à son travail de doctorat qui se concentrait sur le vignoble de Sauternes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc on a une historienne de l'époque moderne qui va effectivement dans son intervention également se focaliser sur cette époque. Ce projet de recherche dont je vous parlais, c'est un projet qui a été mené avec l'Université de Pau, l'Université Bordeaux-Montaigne et l'Université de Bordeaux. Et suite à ce projet, là tout récemment, un ouvrage est sorti sur les vins liquoreux d'Aquitaine et d'ailleurs. Il a été publié à l'automne, donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça de plus près.
Stéphanie Lachaud a également dirigé plusieurs ouvrages sur la question viticole, bien entendu autour du Bordelais, mais pas que, hein. Elle a également une approche et une perspective nationale. Et puis aujourd'hui, elle s'intéresse en particulier à l'histoire rurale et l'histoire environnementale. Et elle se focalise particulièrement sur la vigne, peut-être davantage que sur le vin en ce moment, et donc travaille sur la vigne et sur son environnement. Je vais donc lui laisser la parole pour pouvoir peut-être mettre en lumière la question de l'adaptation, la question, on a l'impression que le vignoble bordelais aujourd'hui doit répondre à des défis qu'il n'a jamais connus. Il me semble que Stéphanie va pouvoir peut-être nous montrer que déjà, il y a quelques siècles, il était de bon ton de développer des stratégies culturelles et des stratégies techniques pour limiter l'impact des aléas et des risques. Et donc que finalement, cette adaptation, en tout cas face à ces aléas, face à ces risques, face à ces défis, n'est pas quelque chose de si nouveau que ça. En tout cas, je vais lui laisser la parole et on se retrouve du coup juste après. Je me ferai votre voix puisque je relayerai vos questions auprès de Stéphanie après son intervention. Voilà, je vous remercie et encore merci Stéphanie. Merci beaucoup pour cette invitation à exposer effectivement mes travaux dans le cycle qui concerne particulièrement le Bordelais au défi de l'avenir. Alors c'est vrai que cette thématique s'ouvre par une rétrospective historique assez lointaine. C'est pas tout à fait peut-être ce qui euh, fait a priori le plus résonance avec l'actualité, mais j'espère avoir la possibilité de vous démontrer que justement ce rapport au risque, ce rapport aux différents défis posés par les questions environnementales peuvent avoir un écho même lointain et pertinent. Alors, j'ai intitulé cette présentation Vigne et environnement au XVIIe et XVIIIe siècle, risques et adaptation, l'exemple bordelais. Et j'essaierai de manière assez régulière de mettre en perspective la question et le vignoble bordelais avec d'autres exemples français pour essayer de voir s'il y a originalité, conformité avec une évolution plus globale en fait. Alors j'ouvre cette présentation avec une citation qui est extraite d'un mémoire de Saône-et-Loire, donc pour le coup pas de Bordeaux, mais qui est je pense tout à fait intéressant parce qu'il est de portée générale et présente parfaitement bien ce qu'on pourrait appeler la vigne comme culture du risque, ou du moins culture risquée. Il n'y a de fonds dont le revenu soit si incertain parce que cela dépend d'une infinité de circonstances. La vigne craint la gelée de l'hiver, les fraîcheurs du printemps font périr le bourgeon s'il se montre à bonne heure. Les pluies froides font tomber les raisins quand ils commencent à paraître, elles font tomber les grains s'ils sont en fleurs comme du petit plomb qu'on appelle couler. Souvent, les pluies d'été, comme les grandes chaleurs, font engendrer des vers dans les raisins qui les font périr. Les feuilles de vigne sont sujettes à être grillées par le soleil après de fortes rosées, ce qu'on appelle le rougeau. Ainsi, il n'est guère possible de donner une valeur juste aux produits des vignes. Alors, cette première citation me semble donc tout à fait signifiante parce que elle montre deux choses. D'abord, la question du discours. Cet extrait, rédigé par un observateur anonyme, sans doute propriétaire, agronome ou un peu les deux, comme on avait souvent ce type de profil dans les sociétés rurales, eh bien, l'idée de risque n'est pas exprimée en tant que telle, ou du moins avec ce vocable, mais on en retrouve toutes les formes, c'est-à-dire toutes les possibles formes d'aléas qui peuvent survenir au cours de l'année viticole. Deuxième chose, la vigne comme culture du risque, on le voit pas trop dans cet extrait que j'ai choisi, mais je vais l'expliciter plus tard. C'est quelque chose que l'on voit aussi dans les actions et les formes de prévoyance qui commencent à s'élaborer au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, qui montrent qu'on est en train de
comment dire, de prendre conscience d'un rapport assez complexe à l'environnement qui est marqué à la fois par des formes de soumission à la force de la nature et en même temps par une volonté d'agir. C'est-à-dire que il n'est pas forcément question d'envisager les temps modernes, c'est-à-dire essentiellement 17e, 18e siècle, comme ceux uniquement d'une soumission aux forces de la nature. C'est finalement plus complexe que ça. Alors, les trois grands types de risques qui sont ceux évoqués par la citation ou sur lesquels je vais m'intéresser moi dans la présentation sont d'abord la question du changement climatique, puis celle des aléas météorologiques. On est bien d'accord que ce n'est pas la même chose, hein. On a une perspective d'abord qui est celle du temps long et puis ensuite les aléas d'ordre saisonnier. Et enfin, troisième risque auquel on pense peut-être un tout petit peu moins immédiatement, celle des animaux et en particulier des insectes dont justement l'observateur de Saône-et-Loire nous parlait. Donc chacun sera l'occasion de réfléchir chacun de ces risques, à la manière dont se construit, évolue le rapport au risque, ainsi que les stratégies d'adaptation mises en œuvre à partir de l'exemple bordelais et de mise en perspective également à l'échelle nationale. Ah, je n'arrive plus à faire défiler. Voilà, c'est ça. Donc, première chose, composition, recomposition des vignobles, la part du climat. En fait, ici, dans ce premier point, je vais m'interroger sur un thème qui a été traité en partie de manière pluridisciplinaire lors des rencontres du Clos Vougeot en octobre 2019, qui portait sur les fluctuations climatiques et les vignobles du néolithique à l'actuel, impact, résilience, perspective. Cette thématique est effectivement d'une actualité tout à fait évidente et les différentes contributions ont permis de souligner combien la domestication de la vigne et sa progression dans le monde sont liées à des périodes climatiques plus chaudes, démontrant donc par des contributions qui portaient sur les périodes antiques, voire parfois un peu en amont, mais surtout antiques, le lien intrinsèque entre vigne et climat. Ça, c'était le premier point. Deuxième chose, avant l'époque industrielle, on sait très bien aussi que la variabilité du climat était naturelle et qu'il y a eu des épisodes plus ou moins chauds, plus ou moins froids, comme l'optimum médiéval ou bien le petit âge glaciaire. Alors, ce petit âge glaciaire est une expression que vous connaissez peut-être parce qu'elle elle a été portée sur le devant de la scène historique par le grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie, mais elle est devenue finalement assez courante. Que désigne-t-elle? Elle désigne une période de refroidissement en Europe qui a commencé au début du XIVe siècle et s'est étalée jusqu'aux années 1860. Ce refroidissement climatique fut assez léger, en quelque sorte, de l'ordre de moins de 1 degré par rapport à la période précédente, mais cela a suffi pour provoquer des hivers rigoureux et ralentir la production agricole, en particulier au XVIIe siècle, avec des périodes très froides, ou du moins des paroxysmes de froid, entre 1570 et 1730. Donc la question, vu le point de départ d'avant, c'est-à-dire que le développement de la vigne était lié souvent à des périodes un peu plus chaudes, comment les vignes du Royaume de France ont-elles été touchées par ce paroxysme de froid et comment le vignoble s'est-il adapté? Première réponse, avec l'exemple bordelais, c'est que finalement cette même période 1570 1800 ou 1780, enfin ça dépend un peu, c'est pas extrêmement strict comme borne chronologique, est une période de croissance et de développement du vignoble bordelais. Ainsi d'ailleurs, qu'une période de développement de zones de spécialisation viticole qualitative. C'est-à-dire qu'on pourrait penser là qu'on est face à une situation globale moins favorable au développement de la vigne, mais en réalité
ici, dans la région bordelaise, cette période fut plutôt celle d'une amélioration qualitative en même temps que d'une extension des surfaces en vigne. Alors, comment comprendre cela? Alors même que pour le coup, dans le nord du royaume, on assiste à un déclin beaucoup plus général de l'ensemble des espaces viticoles. D'ailleurs, Emmanuel Leroy-Ladurie, dans son enquête sur le climat, a aussi travaillé sur la vigne et souligne que les vignes, sur leur limite septentrionale d'implantation, se révèlent de toute évidence très sensibles à une météo globalement plus froide, plus humide, aussi lors du printemps et de l'été, voire au début de l'automne. Donc, cette démonstration de l'impact du froid sur la production viticole a aussi été faite par d'autres historiens dans des espaces européens plus au nord, comme la Basse-Autriche, la Hongrie, le Württemberg et le pays zurichois, étudiés par Erich Landsteiner, qui a montré que dans chacun de ces espaces, le petit âge glaciaire était synonyme de déficit de la production viticole et parallèlement de l'essor considérable de la production de bière dans des manufactures. Donc, cet abandon progressif des vignes dans plusieurs espaces, comme donc ceux qui se situent plutôt au nord du royaume, est dû généralement à 3 facteurs complémentaires. Le premier, l'amélioration des moyens de transport. C'est finalement quelque chose d'essentiel parce que jusqu'alors, on produisait souvent pour approvisionner un marché urbain de proximité, parce que le transport du vin était coûteux et assez difficile. Donc l'amélioration des moyens de transport par voie maritime et fluviale essentiellement fait que l'on n'a plus l'avantage comparatif toujours à produire à proximité du marché de consommation. Deuxième chose, deuxième explication, progrès de consommations alternatives. Pour les espaces autrichiens, par exemple, on a la bière. Pour le nord de la France, on va avoir, notamment en Normandie, dans le Haut-Maine, le cidre. Et ensuite, troisième explication, l'explication climatique, eh bien, une piètre qualité des vins et des vendanges qui étaient très régulièrement ou trop régulièrement compromises en quantité comme en qualité. Donc, le déclin d'un vignoble est plurifactoriel. Son succès, par conséquent, l'est tout autant. Et si le climat joue un rôle, il est intéressant de se demander ce que la documentation historique nous montre du rôle qu'il a pu jouer en Bordelais. En fait, la plupart des espaces des espaces en vigne en Bordelais ont résisté, même si ils ont connu des inflexions importantes au cours des périodes les plus froides, en particulier en 1709, qui fut un des mois les plus froids du petit âge glaciaire, notamment le mois de janvier, où les températures furent quasi constamment inférieures à -10. Eh bien, cet épisode de 1709, les historiens, notamment Henri Enjalbert, qui a beaucoup travaillé sur les eaux-de-vie de Cognac, a montré qu'il a participé au succès du vignoble de Cognac, des eaux-de-vie de Cognac. Pourquoi? Parce qu'en année normale, Cognac distillait le surplus vineux essentiellement des vignobles bordelais et nantais. Et pendant les périodes de mauvaise récolte en Bordelais, eh bien, il y a eu une sorte d'appel d'air et donc un encouragement à planter sur les terres charentaises pour compenser. Du coup, quel est l'impact en Bordelais? Eh bien, en Bordelais, il y a eu, face à cette réaction charentaise, une moindre facilité à l'exportation des vins à distiller et par conséquent, une reconversion des espaces viticoles qui étaient plutôt blancs et destinés à approvisionner la distillation vers davantage d'espaces spécialisés vers des produits plus qualitatifs. Donc finalement, les explications que l'on peut donner sont toujours très complexes et marquées, comme j'ai essayé de le dire précédemment, par un ensemble de facteurs qui sont bien sûr d'ordre naturel, environnementaux, mais aussi adossés à un certain nombre de réseaux de commerce et d'enjeux économiques évidents. On peut trouver aussi un autre type d'exemple, c'est celui du vignoble de Sauternes qui, comme l'a dit Nachidil,
je le connais un peu pour avoir fait ma thèse sur cet espace. Le vignoble de Sauternes connaît lui aussi le même type, en quelque sorte, de réaction face au petit âge glaciaire. C'est-à-dire que les grands accidents des années 1692-94, où il y a eu aussi de fortes gelées et des printemps très humides et gélifs et des étés pourris. Je dis pourris parce que c'est ainsi que parlent les historiens du climat, pardon, hein, ce n'est pas une familiarité. Et les grands hivers comme 1709, eh bien, n'ont pas altéré les superficies viticoles en termes quantitatifs, mais par contre ont accéléré la recomposition qualitative du vignoble. C'est-à-dire que cela s'est appuyé sur, on va dire, deux niveaux. Le premier, celui des replantations, évidemment, où là, on voit notamment cela dans les contrats notariés que sont les baux, où il est expressément demandé de planter en bons cépages blancs. Et à plusieurs reprises, il est également question de bons cépages blancs qui pourra donner un vin doux ou un vin bien sucré, ce type-là de mention. Deuxième chose, ces grands hivers sont aussi pour les paysans les plus modestes et les petits vignerons l'occasion, enfin, ou du moins, c'est pas l'occasion dans un sens favorable, plutôt négatif, de vendre une partie de leur terre, tout simplement pour vivre. Et les acquéreurs sont ceux qui ont un capital économique et qui ne souffrent pas trop des problèmes liés aux grandes gelées et aux disettes qui les accompagnent, à savoir les grands propriétaires. Par conséquent, ces grands propriétaires s'inscrivent aussi dans ce phénomène d'accélération qualitative du vignoble. Donc finalement, on voit que le climat a bien sûr joué un rôle dans le potentiel et dans le développement du potentiel productif de certains espaces viticoles. Alors il y a des contre-exemples. Et en cela, du coup, le Bordelais est un cas original. Ce n'est pas le seul à avoir une orientation qualitative. On a parlé de Cognac un peu plus haut, même si la qualité est plutôt dans la valorisation du produit que dans la production initiale, du moins 17e, 18e siècle. Mais les contre-exemples que l'on peut souligner sont par exemple ceux du bassin parisien et du lyonnais, qui, eux, à la replantation après les grands hivers et les grandes gelées, voient l'introduction massive du cépage gamay, qui est un cépage très productif, de manière à compenser justement l'aléa représenté par la mauvaise récolte par ces grandes quantités que le gamay permet de produire. Donc en cela, on a aussi du côté bordelais une certaine originalité dans l'adaptation qui a été menée. Cet dernier exemple du gamay par rapport à l'adaptation aux mauvaises récoltes me permet de poursuivre sur un second temps, c'est le temps court de l'aléa, c'est-à-dire la vigne soumise à la météo. Là, c'est quelque chose dont les contemporains ont conscience. Contrairement à la question de l'évolution climatique, qui est une rétrospective que nous, historiens, portons sur une évolution sur le temps long. La météo, en revanche, évidemment, fait l'objet de très nombreuses observations dans les livres de raison, les journaux, les chroniques, les registres paroissiaux également. Les contemporains étaient très attentifs car la vie dépendait globalement quand même de la récolte et donc des aléas météorologiques. Parmi ces sources, on peut citer par exemple le mémorial de l'abbate de Savignac, qui est un parlementaire bordelais de la fin du règne de Louis XIV et qui consigne beaucoup de choses dans son mémorial, dans son journal, mais très régulièrement le temps qu'il fait pour essayer de comprendre l'impact entre la météo, bien sûr, et puis le produit qu'il retire de ses terres et particulièrement de ses vignes. Et globalement, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que les hivers froids, même très froids, ont un impact modéré sur le produit de la vigne. En 1709, par exemple, puisque je vous ai parlé de ce fameux grand hiver, il note très bien qu'il y a eu un début d'année, les premiers jours de janvier doux, et ensuite un refroidissement brutal survenu dans la nuit du 5 au 6, qui dura 3 semaines. Et le 27,
Voilà ce qu'il mentionne. Le valet de Codéran, puisqu'il y avait une partie de la propriété qui était dans l'entre-deux-mers, une autre à Codéran, nommé Lafont et de Sobriquet-Poulet, nous est venu dire qu'il faudrait couper presque toutes les vignes à un demi-pied de terre et qu'il faudrait ramasser tout le chalat qui est en faisceau. Le chalat, c'est l'échalas, les piquets, et le porter dans la grange, et qu'il était nécessaire de faire à deux façons la dite vigne, seulement pour conserver la racine. Il nous a dit de plus que la feuille de pin sauvage, chose qui n'est jamais arrivée, avait été entièrement gelée, que tous les arbres fruitiers sont généralement gelés. Donc ces hivers froids, bien sûr, ont un impact majeur sur la plante, mais pour les épisodes moins extrêmes que celui de 1709 ou celui de 1789, mais quand même très froid, j'ai noté ici toute une liste d'hivers considérés comme très froids, eh bien l'impact reste assez limité. En revanche, les saisons les plus dangereuses, mais comme aujourd'hui me semble-t-il, ce sont plutôt le printemps et l'été. Et là, le mémorial de l'abbaye de Savignac est également très riche de mentions. 6 avril 1709, par exemple, il évoque un orage de grêle très fort à Saint-Estèphe. Il y avait 2 pieds de grêle, ça voulait dire en épaisseur. En sorte qu'une partie du Médoc et la susdite paroisse de Saint-Estèphe, celles d'Ambarès et d'Ambès, sont entièrement ruinées, et pour le blé et pour le foin, de même que si le feu y avait passé. La grêle n'a rien laissé au sieur de Ségur, conseiller au Parlement, dans sa maison de Calon, en Médoc. On espère que la gelée nous aura un peu épargné à Savignac pour les vignes. Donc finalement, les impacts les plus forts d'un point de vue météorologique sont les accidents qui surviennent évidemment pendant la période où le raisin est en train de se former, ou bien avant la vendange. Alors, je me suis pas forcément amusé, mais évertué en tout cas, à établir une forme, on va dire, d'indice d'impact climatique à partir des mentions justement que l'on trouve en Bordelais dans les livres de raison, journaux, parce que cette intuition que j'avais, mais qui est aussi liée aux observations et à ce que j'entends du vignoble contemporain, j'avais envie de l'évaluer un petit peu à partir des mentions justement que l'on trouve dans cette documentation historique entre 1650 et 1789. Or, il apparaît puis finalement, il n'y aurait sur cette période qu'à peu près que 19 années sans accident météorologique, c'est-à-dire à peu près 1 sur 5, ce qui est quand même assez peu. Donc l'aléa, c'est finalement la norme en quelque sorte. D'autre part, si on regarde les aléas par saison, j'ai fait ici 2 répartitions différentes. Les aléas recensés par saison de manière générale, quels que soient les qualificatifs que l'on donne à l'aléa. Donc ça peut être grêle, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien évidemment que printemps-été représente quasiment 70% des périodes considérées comme difficiles. En revanche, ce qui est assez intéressant, je crois, et qui va souligner cela, c'est quand les accidents climatiques sont considérés comme majeurs. Et là, les observateurs vont mettre tout un tas d'adjectifs différents. Ça va être très fort, ou même l'extrait qu'on a lu avant, où on mesure la grêle, on dit que tout est ruiné. Bon, eh bien là, l'été et le printemps représentent 94% des problématiques les plus souvent soulignées. Donc là, évidemment, j'ai fait après un dernier petit graphique qui va dans le sens et qui confirme ce que nous venons d'évoquer. Printemps, été étant les saisons les plus risquées, on peut évidemment pas ici considérer qu'il y a des formes d'adaptation. Autant pour la partie 1 sur l'évolution, on va dire sur le temps long, il y a bien sûr des formes d'adaptation, autant là, pour la question de l'aléa météorologique, on voit qu'il est trop fréquent pour qu'il y ait de réelles stratégies d'adaptation, si ce n'est peut-être après dans le travail autour de la vigne. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas mis dans le diaporama là, mais on a régulièrement dans les journaux une adaptation qui va être simplement revoir les façons à donner à la vigne, une taille différente, plus de temps à y passer, faire davantage de boutures pour voilà, combler les trous dans la vigne, mais on va dire que cette adaptation-là ne repose que sur un assidu travail quotidien ou quasiment quotidien dans les parcelles.
Dans un troisième point, je voulais voir avec vous un troisième type de risque différent, représenté celui-ci par essentiellement par les insectes, qui là aussi finalement relèvent quasiment de l'aléa annuel. Et la manière dont, là pour le coup, les populations des XVIIe et surtout XVIIIe siècle essaient d'avoir une prise sur ce qui arrive et ne l'envisagent pas seulement comme une fatalité. Alors, encore une fois, la sémantique que l'on va trouver dans la documentation va être celle du fléau, de la catastrophe, de la menace, qui sont finalement des termes qui désignent le résultat d'un phénomène perturbateur. Donc souvent, évidemment, ce qui est noté, c'est la survenue. Le risque, lui, dans les sources du fort privé, est assez peu évoqué, c'est-à-dire qu'on n'en parle que quand ça arrive, pour dire les choses de manière plus simple peut-être. Pourtant, ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait aucune mesure préventive ni aucune forme d'anticipation. Et justement, cette question des insectes et des problèmes qu'ils posent à la vigne m'apparaissent comme un moyen d'envisager des formes un peu d'anticipation assez neuves qui commencent à se mettre en place et à traduire un rapport et une appréhension différente, ou du moins évolutive, des risques environnementaux. Donc, la première, qui va peut-être vous paraître contraire à la petite introduction que je viens de faire à ce point, mais non, ce sont les secours divins, ou du moins les secours que l'on attend de Dieu, avec des exorcismes et des prières. Alors, bien sûr, souvent, on considère voilà, les orages, etc., comme avec fatalité, mais en réalité, pour la question des insectes, ces processus et ces manifestations, soit d'exorcisme, soit de procession, par exemple, comme au XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe siècle, pardon, en Pays de Buch, on a souvent cela, des processions contre le molpe, par exemple, qui est un insecte également appelé gribouille ou écrivain dans les sources. Et bien, ces processions ne sont pas le seul moyen, c'est-à-dire que ça doit être envisagé à deux niveaux. D'abord, en se disant que les gens qui mettent en œuvre soit des procès en exorcisme, soit des processions, mais pensent que ça va fonctionner, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas vain, c'est au contraire une manière très claire d'agir, parce qu'il y a une spiritualité profonde. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une volonté d'agir. Et la deuxième, c'est que généralement, ça s'accompagne aussi de moyens techniques et d'un travail. Donc, ce n'est pas seulement cela. Et d'autre part, cette question du secours au divin, elle n'est pas, ce secours attendu du divin, elle n'est pas uniquement sollicitée pour les insectes. On le voit aussi quand il s'agit d'influer ou de tenter d'influer le cours de la météorologie. Par exemple, en 1781, le curé Bognol de la paroisse Sainte-Anne-du-Puy dans le diocèse de Bazas écrit dans les registres paroissiaux: tout le mois de mai a été suivi de pluies, d'orages et de grêles qui ont affligé successivement tous les environs de ce pays, au couchant, au nord et au levant, ravageant les blés, les vignes et les prés, jusqu'à tout emporter dans certains endroits. Il a été fait partout des neuvaines et prières publiques. Selon l'usage, nous n'avons chanté qu'une fois les litanies des saints en procession sur la place au-devant de cette église. Donc ici, on voit qu'il y a cette volonté d'essayer d'agir, et finalement, c'est à titre collectif que cette action est menée. Et ça, c'est pas du tout inintéressant. On le retrouvera un peu plus tard dans d'autres formes d'action plus laïques, en quelque sorte. Et il y avait d'ailleurs, à ce titre, une pression quand même du groupe pour participer à ces différentes manifestations, et qui était motivée bien sûr par les enjeux économiques majeurs liés aux récoltes. L'excommunication des animaux, quant à elle, est quelque chose qui peut effectivement, pour nous en 2024, prêter un peu à sourire, mais c'est quelque chose d'assez courant, même si
même si à partir du Concile de Trente, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, les demandes sont de moins en moins bien acceptées par le clergé qui considère qu'on est finalement dans des formes assez proches d'un paganisme rural. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même la volonté d'avoir une action et sur ces éléments naturels considérés comme perturbateurs. Et d'autre part, cela s'accompagnait, comme je l'ai dit précédemment, d'efforts considérables pour lutter contre les différentes formes de fléaux. Ces efforts témoignent de processus d'apprentissage qui rendaient les communautés paysannes ou les vignerons à titre individuel mieux capables de gérer les menaces à venir. Le premier processus d'apprentissage, et c'est là où la question des insectes me semble assez intéressante à observer, c'est d'abord identifier. Identifier avant ensuite d'ordonner des moyens d'action, voire de réprimer quand les moyens d'action n'étaient pas mis en œuvre. C'est là finalement le triptyque d'adaptation et de lutte contre ces animaux considérés comme nuisibles. Alors, la première chose, c'est l'identification. Parce qu'effectivement, quand on regarde les sources comme les journaux privés ou bien les procès en exorcisme ou en excommunication, on a quasiment tout le temps, et c'est l'historien Éric Baraté qui le montre très bien, le mot insecte, mais très peu de précision sur cela. Et la seconde moitié du XVIIIe siècle est marquée, comme vous le savez, par une volonté de savoir encyclopédique. On a beaucoup d'encyclopédies qui sont publiées sur des thèmes qui peuvent être variés, encyclopédies et dictionnaires. Et du coup, il y a aussi une volonté d'identifier ces insectes pour en comprendre le mode de reproduction, pour en comprendre aussi les liens avec la météorologie. Les chenilles, par exemple, qui s'attaquaient aux feuilles ou aux baies de raisin, étaient issues de différents types de papillons. Donc, on a toujours cette cette volonté croissante plutôt de comprendre d'où ça vient et comment ça fonctionne. Donc, parmi les insectes les plus ravageurs et les plus souvent cités, les différentes chenilles, les larves de hannetons et les hannetons, les urbecs, également appelés cigariers ou cigareurs, et les eumolpes dont j'ai parlé précédemment. Donc on a ici par exemple un manuel de cultivateur utile à tous les autres vignobles du royaume et pas seulement celui d'Orléans, qui explique ce qu'il sait en 1770 des hannetons. Les hannetons ne broutent pas moins la vigne que les arbres. Après avoir paru environ un mois, ils tombent à terre où ils font leurs œufs, qui éclosent quelques jours après et produisent de petits vers appelés turcs, qui s'enfoncent peu à peu en terre, ils rongent les racines de la vigne jusqu'à ce qu'ils en sortent pour reprendre la figure de hanneton. Donc on a quelque chose qui nous paraît sans doute assez évident, mais qui constitue là la diffusion d'un savoir et aussi d'un cycle naturel des insectes, de reproduction, et qui ensuite permet de tenter d'agir. Les mesures de lutte contre les différents urbecs sont des mesures assez simples que l'on essayait de prendre. Il s'agissait là j'ai mis en photo, j'ai pris ça sur Internet, la feuille quand elle est roulée justement, d'où le nom que l'on donne à cet insecte de cigareur ou cigarier, parce que il se met à l'intérieur et ça sèche la feuille et elle a une forme un peu de cigare. Donc les mesures, c'était quoi? C'était aller dans les vignes et prendre toutes les feuilles abîmées à la main et les brûler ensuite. Donc c'était extrêmement fastidieux. Et par conséquent, ce côté très fastidieux du travail avait besoin, la plupart du temps, d'être adossé aussi à des obligations. Donc j'y reviendrai un tout petit peu après. Ces urbecs, justement, là, dans l'encyclopédie méthodique d'agriculture de 1787, on en propose une description assez précise, même si on avait encore une fois quelque chose d'intéressant qui était souligné, c'est
les différents termes que l'on donnait à ces animaux qui montrent que la connaissance restait encore empirique, on va dire, voire imparfaite. On les appelait Urbert, Curbet, Diablo, Bêche, Lisette, bon, voilà. Donc, pour s'en débarrasser, l'encyclopédie méthodique souligne ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, faire la chasse aux insectes le matin, lorsqu'ils sont encore engourdis. Il faut aller les ramasser avec les feuilles que l'on enlève également. Donc là, il y a tout un protocole qui est proposé. Donc le matin, parce qu'ils sont encore engourdis, avec un grand entonnoir de fer blanc dont le goulot débouche sur un petit sac ou une chausse, monter sur un fil de fer et sous les ceps, d'y faire tomber les insectes au moyen d'un léger coup de bâton sur leurs tiges pour les écraser ensuite. Et après, il s'agit d'enlever, deuxième étape, 8 jours après, toutes les feuilles sèches contournées qui les recèlent pour les brûler ensuite. Donc on a finalement un protocole fastidieux, mais qui existe. Alors ce type de travail était généralement confié aux femmes et aux enfants, comme d'ailleurs le ramassage des escargots dans les vignes. J'avais trouvé, quand j'avais travaillé sur Sauternes, le journal de Fillot, où on payait à peu près à intervalles réguliers des journées de femmes pour tirer les limations de la vigne, c'est-à-dire ramasser les escargots qui étaient friands au printemps des jeunes pousses. Donc finalement, le recours et l'adaptation, il est simple, c'est travailler à la main. Mais la fin du XVIIIe siècle, ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert, j'étais assez surprise. On a quelques moyens chimiques expérimentaux qui commencent à arriver. Bon, bien sûr, ils n'apparaissent pas dans les traités d'agronomie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu de reconnaissance scientifique en tant que telle. On les trouve dans des journaux d'annonces, c'est-à-dire dans des publicités. Alors, il y a des choses de plusieurs types, hein. Par exemple, la Gazette du Commerce à Beaune proposait d'utiliser dans les vignes un goudron préparé par un certain monsieur de Sieuve de Marseille qui avait fait a priori succès pour protéger l'olivier de l'Eruca, qui ont dévoré le fruit, et il proposait justement de l'utiliser pour éloigner le gris-pourri, le molpe là dont je parlais tout à l'heure, et qui aurait aussi son effet contre les escargots. Donc, proposition. Ça n'a pas forcément trop fonctionné, mais tentative en tout cas. En 1774, là on est en Lorraine, l'affiche des Trois Évêchés, là, propose une sorte de recette à partir d'un réchaud de charbon bien allumé, de le placer sous les végétaux, les arbres ou les vignes infestés de chenilles, pour y jeter ensuite plusieurs pincées de soufre en poudre dont la vapeur mortelle les fait périr. Donc, ce sont des tentatives isolées, mais qui préparent une réflexion sur de nouveaux moyens de lutte contre ces animaux nuisibles. Alors, dernier point peut-être que je veux évoquer, je ne sais pas trop, ouais, il me reste 2 minutes, ces différents moyens, et particulièrement le ramassage des insectes, n'avaient de pertinence qu'à l'échelle d'un territoire, d'un terroir en tout cas. Et donc, ils étaient assortis d'obligations. On a dans le vignoble de Buche, par exemple, des arrêtés administratifs jusqu'en 1824 obligeant les habitants à chasser le molpe, sous peine d'amende. On a également en 1744 l'intendant de Paris qui oblige les habitants à faire écheniller leurs arbres et leurs vignes, ainsi que les haies sur lesquelles les chenilles pouvaient nicher. Donc, on a finalement ici un risque qui est connu. On a évidemment une forme de laïcisation de la prise en charge des fléaux et la construction aussi d'une forme de politique d'anticipation du risque. Parce que cette mesure de l'intendant de Paris, elle a le grand intérêt d'être préventive et plus seulement curative. Parce qu'on est au mois de mars, qu'il n'y a pas encore les chenilles qui ont éclos, mais on dit que comme l'année d'avant, on va anticiper pour éviter les dommages. Donc ici, finalement, je trouve que c'est assez intéressant parce que cela rend le rapport au risque, cela montre plutôt, pardon, que le rapport au risque se construit au cours de la période d'une manière assez signifiante à observer. Donc c'est ici ma conclusion. Je voulais simplement montrer que
Bon, il faut pas faire de l'histoire le grand enseignant de l'actualité, c'est toujours un peu vain, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à y puiser, en particulier que tous les risques ne peuvent être appréhendés de la même manière, car la survenue d'accidents météorologiques ne pouvait évidemment pas être anticipée ni maîtrisée, alors que d'autres périls relevaient davantage de pratiques et du travail humain. Donc, il est d'abord essentiel de définir, circonscrire les risques en fonction des époques, des moyens d'action et aussi évidemment des catégories sociales. Je n'ai pas évoqué cette question, mais il y a aussi évidemment un rapport très différent selon que l'on a plus ou moins de capital foncier et de capital économique. Donc la vigne, dans son environnement, offre un moyen intéressant, me semble-t-il, d'approcher certaines formes de conceptualisation de l'incertitude et d'envisager aussi la manière dont les sociétés rurales ont essayé d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie Lachaud, pour cette intervention passionnante. On va du coup avoir un petit moment, on a, je pense, un petit quart d'heure, voilà, pour les questions. J'ai déjà noté certaines questions qui sont posées. Il y en a d'autres qui arrivent petit à petit, donc je vais vous les poser au fur et à mesure. Première question sur l'évolution. Vous avez parlé de l'évolution qualitative en Bordelais, notamment au début du XVIIIe siècle, alors qu'on a, vous parliez de l'année 1709, Annus Horribilis, qui pourtant a entraîné étonnamment, enfin, vous expliquez pourquoi, une hausse de la qualité dans le Bordelais. Est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'il y a aussi une hausse de la quantité? Est-ce qu'il y a une évolution quantitative également au cours de l'époque moderne, du XVIIe et du XVIIIe siècle? Est-ce qu'il y a une expansion du vignoble bordelais à cette période également? Oui, tout à fait, parce que ces grands hivers n'ont pas interrompu le mouvement qui s'était amorcé essentiellement à partir des années 1650, 1680, et qui était celui d'une croissance des espaces viticoles pour deux raisons principalement. La première, c'est l'augmentation de la consommation de vin dans le pays et en ville en particulier. Et la deuxième, évidemment, c'est l'approvisionnement de marchés extérieurs. Marchés extérieurs qui peuvent être européens ou après, au XVIIIe siècle, avec le développement du commerce colonial, les colonies aussi, qui constituent un débouché important et donc qui participent à doper cette croissance viticole. Donc, il y a une amélioration qualitative qui n'est pas uniforme, évidemment. Il y a on va dire, des zones où on a le développement d'une qualité vraiment importante. On peut penser au Médoc, on peut penser évidemment à Sauternes. Bon, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ceux que j'ai en tête, ou certains vignobles des Graves, et qui, eux, envoyaient peu dans les espaces coloniaux, qui demandaient plutôt des vins qui supportaient bien le voyage en mer. Et après, on a l'entre-deux-mers qui, par exemple, les zones de palus, c'est-à-dire les zones qui étaient régulièrement inondables, euh, qui elles, pardon, produisaient plutôt quantitativement et envoyaient vers ces marchés très demandeurs. D'accord. Et assez lié finalement à la question précédente d'une certaine manière, il y a donc une évolution, vous disiez, bon, quantitative, qualitative. On voit également des évolutions, vous parliez d'autres vignobles, notamment le Lyonnais ou le bassin parisien, qui sont des évolutions quantitatives pour le coup, mais également liées à l'encépagement, puisque vous évoquiez le gamay, notamment dans le Lyonnais. Est-ce que on peut voir également dans le Bordelais une évolution de l'encépagement à cette époque face à cette pression climatique? Alors, la question de l'encépagement, on a des éléments de réponse, mais on n'a pas forcément tout à fait la même documentation que dans d'autres vignobles. Et alors, il y a des enquêtes qui sont menées particulièrement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par les administrateurs pour faire des recensements des différents cépages, mais on n'a pas forcément de point de comparaison avec avant. Euh,
d'un point de vue pré-ampélographique, on va dire, pour dire s'il y a une évolution aussi nette. On manque un peu soit de sources, ou alors du moins elles n'ont pas été toutes trouvées pour répondre à cette question avec, on va dire, des noms de cépages. Toutefois, ça semble assez, assez clair et assez logique quand on regarde l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire l'évolution du vin produit. Si on regarde par exemple le Médoc, les vins rouges dont on recherchait une couleur bien marquée, eh bien, sont sans doute le fait d'une évolution qualitative et donc du type de cépage planté, ou bien pour le vignoble de Sauternes que je connais, on a dans les documents notariés, vraiment comme je le disais avant, cette mention de planter en bon plan blanc, par exemple. Donc, il n'y a pas marqué le nom, évidemment, mais on est entre deux contractants qui savent ce que l'un et l'autre ont à faire. Donc nous, bien sûr, on est un peu frustrés en lisant parce qu'on aimerait avoir peut-être un nom, mais au fond, on voit qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre qui se déroule. D'accord. Une autre question donc là qui est plutôt liée certainement à la troisième partie de votre présentation, notamment les insectes, les ravageurs. Est-ce qu'on a des écrits sur l'utilisation des luttes par des prédateurs, comme par exemple les oiseaux, ou je sais pas, les chauves-souris, ou autres à cette époque? Donc finalement, est-ce qu'on a des preuves comme quoi ce qu'on appelle aujourd'hui le biocontrôle était déjà utilisé à l'époque moderne? Est-ce que on a des sources qui parlent de ça? Alors oui, la question des prédateurs, là j'ai parlé que des insectes, mais en fait les oiseaux sont aussi considérés comme problématiques, ou bien ce qu'on appelle aussi les bêtes fauves. Alors les bêtes fauves, ce sont pas des lions ou des tigres, ce sont les animaux sauvages comme les lapins, les lièvres ou les chevreuils par exemple. Et là, ça pose des différents problèmes surtout parce que c'était doublé d'un rapport paysan-seigneur. Je m'explique. Des oiseaux qui étaient généralement incriminés, qui faisaient l'objet de protestations, c'était les pigeons du seigneur. Parce que quelque part, ils étaient nourris sur le dos du paysan en venant régulièrement picorer des graines. De la même manière, les garennes seigneuriales étaient incriminées parce que les lapins ou les lièvres ou ensuite pouvaient aussi venir faire des dégâts importants dans les vignes. Ou à l'inverse, on a des paysans, notamment on voit ça dans les cahiers de doléances, qui demandent le droit de chasser, par exemple les lapins ou les chevreuils, pour protéger aussi leurs vignes. Donc ces animaux-là sont régulièrement incriminés, mais ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté paysan, ils sont incriminés régulièrement, mais parce que ça se double d'une inégalité de droits et de devoirs, c'est-à-dire la pression seigneuriale et l'interdiction, par exemple, de chasser. En revanche, du côté des seigneurs, ou des grands propriétaires, moi, je n'ai jamais vu de mention comme quoi les pigeons ou les lapins avaient fait des dégâts considérables à la vigne. C'est pas une mention que l'on va trouver dans les livres de raison ou dans les journaux. Donc, en fait, Et, ça se Ouais, et double d'autres enjeux. est-ce qu'à l'inverse, du coup, est-ce qu'il pouvait arriver qu'on utilise, au contraire, des animaux pour lutter contre les ravageurs? Ah, pour Aujourd'hui, lutter par contre exemple, on a la chauve-souris contre le Ah oui, grenouille, oui. tout ça. Ah, Est-ce que ça existait déjà? Alors peut-être que j'avais mal compris ta question au départ, et c'était Non, c'est peut-être pas ça l'objet. Excuse-moi. Excusez-moi. Alors non, ça j'ai pas trouvé. Non, ça j'ai pas trouvé. Les gens enfin ce que l'on utilise honnêtement, ce sont les femmes et les enfants. grave. Une autre question sur les initiatives d'adaptation des vignobles au changement. Est-ce que ces initiatives étaient plutôt le fait du pouvoir royal centralisé,
des pouvoirs locaux? Est-ce que c'était vous avez commencé à y répondre, hein, des initiatives des propriétaires et des communautés rurales? Et finalement, il y a une question complémentaire qui me semble être liée à ça, qui est posée dans le chat sur les moyens, par quels moyens les savoir-faire concernant les soins apportés à la vigne sont-ils diffusés au sein des vignobles? Je pense que cette question de par qui ça passe et cette question de la diffusion du savoir-faire, elle est peut-être liée. Alors, première question effectivement sur la diffusion des obligations. Alors, par exemple, l'ordonnance de l'intendant de Paris de 1744 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un texte qui était destiné à être imprimé. Alors, ça a été imprimé, je crois, de mémoire, à peu près à 300 exemplaires, mais je suis plus tout à fait sûre. Ça a été imprimé, puis ensuite envoyé parce que l'intendant, c'est celui, en fait, qui avait la charge d'un territoire assez vaste, un petit peu comme aujourd'hui un préfet de région. C'est une comparaison qui est pas très pertinente d'un point de vue historique, mais c'est pour vous donner une idée un peu du territoire à gérer, soit type préfet de région en fonction des espaces. Et ensuite, c'était envoyé à ceux que l'on appelait les subdélégués, c'est-à-dire ceux qui étaient sous ses ordres, sachant que l'intendant était le représentant du roi dans la province. Donc, on est sur une chaîne de commandement qui est étatique. D'accord? Le subdélégué, ensuite, envoyait cette information ou bien sous forme imprimée ou bien sous forme de lettres aux communautés de paroisse, c'est-à-dire que chaque paroisse était représentée par une commune, par un syndic avec des gens qui pouvaient être les interlocuteurs du subdélégué. Donc on a une chaîne comme ça de commandement descendante et ensuite pour obliger les gens à mettre en œuvre. Il y avait bien sûr des mesures et des amendes, mais il y avait surtout l'obligation faite aux membres de la communauté de faire respecter cela. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait en place une sorte de police à l'échelle locale, qui est une pression sur la communauté pour qu'elle se contrôle elle-même et mette en œuvre cela. Bon, évidemment, les moyens de contrôle sont relativement limités, mais à l'échelle justement de la paroisse, vu qu'on a ce mode de fonctionnement-là, c'était quand même assez opérant. Deuxième question, sur la circulation des savoirs, elle emprunte pour le coup, je pense, des circuits qui peuvent être un peu différents, c'est-à-dire plutôt de l'ordre du réseau interpersonnel ou du réseau on va dire professionnel, quelque chose comme ça. La circulation des savoirs n'est pas forcément évidente à mesurer ou à établir. On sait par exemple que certains cercles comme les sociétés d'agriculture pouvaient être très à même de diffuser des informations, des méthodes, des savoir-faire, mais on sait également, moi je l'ai étudié justement pour le quart sud-ouest, que les plus grands propriétaires n'en faisaient généralement pas partie. Donc voilà. Donc ça c'est les réseaux institués, faciles à voir, mais en fait il y a une partie des gens qui n'y appartiennent pas parce que ils sont hors de cela, ils sont plutôt dans des réseaux interpersonnels. Ensuite, comment est-ce que ça peut descendre? Ça peut descendre d'un point de vue social, bien sûr, par la transmission orale, c'est tout à fait évident. En revanche, il y a aussi des modes d'obligation du savoir qui sont portés par les contrats, notamment les contrats de concession de la terre. Dans les contrats de concession de la terre, il y a des règles à respecter. Tel type de façon, combien de façons à donner à la vigne, quel moment. Et si c'est pas fait, le preneur de la terre peut être exproprié ou condamné. Donc il y a aussi ce moyen-là de diffuser par l'obligation légale, voilà, par l'obligation contractuelle, on va dire, plutôt que légale, pardon. On a encore plein de questions, mais le temps file et on arrive à la fin de notre conférence. Peut-être une dernière avant de nous quitter. Est-ce qu'à l'époque moderne, on a vu là dans cette intervention notamment la lutte contre les ravageurs, est-ce qu'il y a également des actions qui sont mises en place pour protéger les vignes des éventuelles gelées tardives?
peut-être à côté des secours divins qui, j'imagine, étaient peut-être aussi, qui s'appliquaient peut-être aussi à certains aléas climatiques. Est-ce qu'il y avait aussi des actions Oui, alors il y en avait quelques-unes, pas tant que ça, mais des choses assez courantes qui, me semble-t-il, peuvent encore être parfois pratiquées, à savoir la fumée, c'est-à-dire allumer des feux et essayer de limiter l'impact du gel sur la grappe en formation. Donc ça, c'est les choses qui pouvaient être mises en œuvre. Alors bien sûr, c'est un peu contesté parce qu'il y a pas mal de réflexions autour des fumées, de l'incidence que ça peut avoir sur le goût du vin après, parce que ça se dépose et ça dépend aussi du combustible. Ce qui est surtout décrié, c'est quand on fait du feu avec de la houille, parce que là, du coup, la fumée est noire, lourde, âcre, et on considère que ça peut être un problème après pour le goût du raisin. Mais disons que le principal moyen, c'est celui-ci, et il est pas utilisé tant que ça, en tout cas en Bordelais, ou du moins moi, je l'ai pas beaucoup vu. Mais je sais que ça a été trouvé par certains historiens. Et on le Merci voit dans les beaucoup. traités, pardon. Et on le voit aussi dans les traités. D'accord. Mais bon, les Ok. traités, c'est pas tout à fait pareil que la réalité. Parfois, il y a des écarts. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis confuse pour celles et ceux qui ont posé d'autres questions. Ça montre à quel point cette conférence a intéressé, a suscité voilà, plein de nouvelles réflexions. J'espère que vous serez pas trop frustrés par le fait qu'on puisse pas répondre à tout. Et ben évidemment, pour aller plus loin, je vous invite aussi à lire Stéphanie Lachaud. Vous aurez certainement plein de réponses à vos questions dans ces travaux de recherche et ces travaux de diffusion. Et puis, je vais laisser la parole à Manon Garcia pour conclure cette séance. Bon, merci à tous de votre participation et puis d'avoir posé toutes ces questions suite à cette intervention passionnante. Merci Stéphanie pour l'intervention aussi très instructive. Et donc, je vous ai mis un lien dans le chat. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous même jour, même heure pour la partie viticulture de cette thématique avec Sébastien Zito, qui est chercheur à l'INRAE et qui parlera des défis de la viticulture au XXe siècle. Donc, on vous donne rendez-vous. On espère que vous serez là. Et sinon, si vous voulez revoir cette vidéo, le replay sera disponible. On vous invite aussi à suivre la page Facebook des Vendanges du Savoir pour voilà, ne pas manquer nos actualités. Et merci encore de votre participation. À bientôt. Oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir.